1942. Dans la jungle du Pacifique, une tactique japonaise sème la terreur. La charge frontale, une vague humaine, brutale, qui s'écrase sur les lignes ennemies pour les briser au corps à corps. Jusque-là, personne n'avait réussi à stopper cet élan. Mais face aux positions américaines, le scénario change radicalement. Les vagues d'assaut sont fauchées avant même d'atteindre les tranchées. Le sol se jonche de cadavres. Les officiers japonais sont stupéfaits. Leurs hommes tombent par dizaines, victimes d'un déluge de feu qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Pourquoi les lignes américaines ne cèdent-elles pas? La réponse tient dans les mains de chaque GI. Ils possèdent une technologie que personne d'autre n'a sur le champ de bataille. L'armée américaine est la première au monde à équiper chaque soldat d'un fusil semi-automatique de série. Au début, c'est la panique dans les rangs japonais. Puis vient la compréhension. Une fois la source du problème identifiée, les deux camps se lancent dans une escalade de violence. La guerre du Pacifique bascule alors dans une horreur nouvelle. Tout a commencé après la Première Guerre mondiale. Les états-majors se posent une question brutale. Pourquoi le fantassin utilise-t-il encore un fusil vieux de 50 ans? En France et en Belgique, la mitrailleuse et l'artillerie ont tout écrasé. Pendant ce temps, le soldat de base devait encore actionner manuellement un verrou entre chaque tir. Les Américains observent leur propre arme, le M1903 Springfield. Le fusil est fiable, précis, mais terriblement lent dès que le combat s'intensifie. Il faut mieux. Il faut plus vite. Le cahier des charges est clair. L'armée veut un fusil qui tire à chaque pression sur la détente, pas de levier à manipuler, pas de perte de temps. Le but est de donner à chaque homme la puissance d'une petite mitrailleuse, sans le poids ni le besoin d'une équipe de servants. En 1919, l'armée américaine lance officiellement ses recherches. À l'image, on voit les premiers prototypes mécaniques. L'idée n'est pas révolutionnaire en soi. Remington et Winchester vendent déjà des modèles semi-automatiques aux chasseurs depuis le début du siècle. La technologie est là. Mais un obstacle majeur bloque les ingénieurs. L'armée refuse de changer de munitions. Elle impose l'utilisation de la 30-06 Springfield, une cartouche puissante, lourde, qui génère une pression énorme. À première vue, un simple problème technique, mais, en réalité, un défi d'ingénierie qui va durer des années. La situation s'enlise, les mécanismes s'enrayent ou explosent sous la puissance de la détonation. Les ingénieurs doivent repartir de zéro pour dompter cette puissance de feu. Le temps presse, mais l'histoire de l'infanterie est en train de basculer. Calibre 30-06. C'est avec cette munition que l'armée américaine a décidé de s'engager pour les décennies à venir. Les généraux avaient des arguments solides. La cartouche était redoutable à très longue distance. Elle frappait avec une force brutale. Surtout, les stocks hérités de la Première Guerre mondiale étaient colossaux. Des millions de caisses attendaient dans les dépôts. Mais le 30-06 posait un problème d'ingénierie majeur. La pression dans la chambre d'explosion était immense. La charge de poudre était lourde. Pour tirer cette munition en mode semi-automatique, un fusil devait encaisser des chocs mécaniques violents sans se désintégrer. À l'époque, les armes semi-automatiques civiles ne faisaient pas le poids. Elles utilisèrent des cartouches de chasse plus faibles, conçues pour de courtes distances. À chaque fois qu'un ingénieur tentait de créer une arme capable de supporter la puissance militaire, le résultat était le même. Le fusil devenait trop lourd pour être porté par un fantassin. La France avait déjà tenté l'expérience pendant la Grande Guerre. Ils ont produit le RSC 1917. 86 000 exemplaires sont sortis des usines, mais l'arme était un échec. Le fusil était trop long. Il pesait un poids excessif. Le système de gaz s'encrassait à une vitesse record. Souvent, le mécanisme s'enrayait après seulement 100 tirs. La réaction des soldats français a été immédiate. Ils détestaient cette arme. Sur le terrain, beaucoup ont fini par bloquer le système de gaz eux-mêmes. Ils transformaient ainsi leurs fusils semi-automatiques en simples armes à répétition manuelle. Au début des années 20, l'avis des experts était unanime. Créer un fusil semi-automatique fiable pour une munition de forte puissance était impossible. C'est à ce moment que John Garand arrive à l'arsenal de Springfield. Nous sommes en 1919. Garand propose une approche différente. Son secret réside dans un système d'emprunt de gaz conçu spécifiquement pour absorber la violence de la détonation. Le fonctionnement est précis. Lors du tir, une petite partie des gaz de combustion est déviée par un orifice. Ces gaz s'engouffrent dans un cylindre situé sous le canon. La pression pousse un piston. Ce piston est relié à une tige de commande qui force la culasse vers l'arrière. À l'image, on voit le mécanisme s'ouvrir. La douille vide est éjectée. Le cycle est fluide. John Garand venait de résoudre l'équation que tout le monde jugeait insoluble.
Mais ce n'était que le début du processus. L'arme devait encore prouver sa résistance dans la boue et le froid des champs de bataille. La route vers l'adoption officielle allait être longue. L'histoire de l'infanterie venait de basculer. L'extracteur a éjecté l'étui vide pour chambrer une nouvelle cartouche. Le système répartissait l'énergie de manière contrôlée. Aucun composant ne subissait de contraintes excessives. C'était la solution technique qu'aucun autre ingénieur n'avait trouvée jusque-là. Un détail a failli changer le cours de l'histoire. Durant la phase de développement, l'armée a sérieusement envisagé d'abandonner le calibre 30-06. Les experts voulaient une munition plus légère, le .276 Pedersen. Pourquoi ce changement? Les avantages étaient concrets, moins de pression, un recul réduit et une capacité supérieure. Le fusil de Garand pouvait alors contenir 10 cartouches au lieu de 8, mais le chef d'état-major de l'armée a stoppé le projet. La raison était simple, les stocks de munitions existants étaient trop massifs pour être jetés. Garand a dû reprendre ses plans. Il a redessiné l'arme pour le calibre 30-06. À l'image, le mécanisme devient plus massif. Ce choix technique a réduit la capacité du chargeur de 10 à 8 coups. Le 9 janvier 1936, après une série de tests intensifs, le verdict tombe. L'arme est officiellement adoptée sous le nom de United States Rifle, calibre 30 M1. C'est un tournant historique. Pour la première fois, une grande puissance militaire impose un fusil semi-automatique comme arme d'infanterie standard. Un débat persiste encore aujourd'hui sur la prononciation du nom. On devrait dire « Gar-End », d'après le nom de son inventeur. Pourtant, une grande partie du public s'est mise à dire le « Grand ». Nous utiliserons la prononciation originale pour respecter l'histoire. Qu'est-ce qui rendait ce fusil si particulier? Tout reposait sur des choix de conception radicaux. Le point le plus marquant était le système d'alimentation par clip en bloc. Les officiers supérieurs avaient rejeté les chargeurs amovibles. Ils craignaient que les soldats ne les perdent sur le champ de bataille. Ils redoutaient aussi que la poussière ne s'infiltre par l'ouverture du chargeur et provoque des enrayages. Garand a donc opté pour un magasin interne fixe. Sur le schéma technique, on voit le mécanisme est totalement verrouillé contre les éléments extérieurs. La fiabilité passait avant tout. Un clip en acier embouti. Voilà la pièce centrale. Un simple morceau de métal en forme de U, capable de maintenir 8 cartouches empilées verticalement. Le processus de chargement est mécanique. Le soldat bloque la culasse en position ouverte. Il insère le clip par le haut de l'arme. Il appuie fermement jusqu'à l'enclenchement. Une légère traction sur le levier d'armement suffit. La culasse est relâchée. Elle bascule vers l'avant avec un bruit métallique sec et chambre la première munition. Chaque tir déclenche le cycle automatique. La culasse recule et avance. Après la 8e détonation, le système s'emballe. Le clip vide est expulsé vers le haut dans un mouvement brusque. C'est ici qu'on entend le fameux ping métallique. La culasse se bloque d'elle-même en position arrière. Le fusil est vide. Il est prêt pour un nouveau chargement. Mais cette puissance a un coût physique. À vide, l'arme pèse 4 kg et 300 grammes. Ajoutez un clip plein, une sangle en cuir et une baïonnette. Le poids grimpe à 5 kg. Pour les hommes sur le terrain, c'est un fardeau. Dans les rapports de l'époque, les plaintes sont constantes. Sur les images d'archives, on voit les visages marqués. Un vétéran se souvient. La première fois que j'ai pris ce fusil, j'ai cru qu'il était fait de plomb. L'état-major américain connaît le problème. Avant même le début des hostilités, le constat est clair. Le M1 est trop massif, trop encombrant pour les équipages de véhicules, les artilleurs ou les opérateurs radio. C'est précisément pour cette raison que l'armée développe la carabine M1, plus courte, plus légère. Pourquoi garder un fusil aussi lourd en première ligne? La réponse tient en un chiffre. Un soldat entraîné tire 40 à 50 coups précis par minute à 270 mètres. Avec un fusil à verrou classique, la cadence chute à 10 ou 15 tirs. Le calcul est simple. Le M1 Garand multiplie la puissance de feu par 3. Sur le champ de bataille, c'est une différence vitale. À l'image, on voit la supériorité du débit de feu face aux lignes ennemies. Le poids devient alors un détail. Le M1 Garand entre dans l'histoire. 1942. Les jungles des Philippines deviennent le premier véritable terrain d'essai du M1 Garand. C'est ici que la légende de cette arme s'écrit dans le sang. Pourquoi les soldats japonais étaient-ils terrifiés? La réponse est simple. Ils ne comprenaient pas à quoi ils faisaient face. Lors des interrogatoires, les prisonniers japonais posent une question surprenante aux officiers américains. Ils demandent comment les États-Unis peuvent te permettre de donner une mitrailleuse à chaque simple soldat d'infanterie. Pour eux, c'était la seule explication logique.
Le volume de feu d'une escouade américaine était si massif qu'ils pensaient affronter des armes automatiques permanentes. En réalité, chaque soldat tenait simplement un fusil semi-automatique. Le département de la guerre reçoit des rapports unanimes. Le Garand fonctionne sans aucun défaut mécanique majeur. Dans la boue des tranchées ou la poussière des foxholes, l'arme ne s'enraye pas. Certains fusils tirent sans interruption pendant une semaine entière sans être nettoyés. La mécanique de John Garand encaisse tout. À l'image, un soldat américain accroupi dans la boue. Il tire 8 coups en quelques secondes, mais l'efficacité du M1 brise totalement les tactiques japonaises. Avant, leurs charges banzai et leurs manœuvres d'infiltration fonctionnaient par la terreur. Désormais, chaque soldat américain peut délivrer 3 fois plus de tirs qu'un homme armé d'un fusil à verrou classique. La supériorité technologique écrase la bravoure suicidaire. Pourtant, tout n'était pas parfait. Un problème logistique majeur freine l'armée américaine aux Philippines. Les munitions de calibre 30-06 sont disponibles en quantité. Mais il manque une pièce cruciale, les clips en bloc de 8 cartouches. La situation est absurde. Chaque fantassin transporte 160 balles, mais il n'a pas assez de clips pour les charger. Sur le terrain, les soldats doivent retirer les cartouches des clips de 5 balles du vieux Springfield. Ils les insèrent ensuite une par une, à la main, dans les clips vides du Garand. On entend le bruit métallique des douilles qui s'entrechoquent. Les soldats effectuent cette manipulation fastidieuse sous le feu ennemi. Une erreur de logistique transforme chaque rechargement en un risque mortel. Mais une fois ces problèmes de ravitaillement réglés, le M1 Garand va montrer sa véritable puissance. La suite des événements va changer définitivement la face des combats d'infanterie dans le Pacifique. Les tests ont pris fin. Le résultat était sans appel. Mais l'arme possédait des défauts techniques que les soldats devaient maîtriser. Le plus célèbre restait le pouce du Garand. Une erreur de manipulation et la culasse se refermait violemment sur le doigt. Le mécanisme frappait avec une force brutale. Cela brisait des os. Pourquoi ce problème est-il devenu une légende? La peur. En plein combat, l'accident était rare, mais à l'entraînement, les recrues apprenaient vite. Une seule leçon suffisait pour comprendre le danger, soit par les ordres de l'instructeur, soit par une douleur insupportable. À première vue, un fusil parfait, mais en réalité, un casse-tête logistique. Un autre problème concernait le rechargement partiel. Le soldat ne pouvait pas facilement ajouter des munitions dans un chargeur déjà engagé. Imaginez la scène. Un homme tire 4 ou 5 cartouches. Il se met à l'abri. Il veut repartir avec une arme pleine. Avec le M1, il était presque impossible de savoir combien de balles restaient dans le mécanisme. Ajouter des cartouches manuellement était une opération complexe. Sur le terrain, 2 options s'offrirent aux tireurs. Ils pouvaient éjecter manuellement le clip et perdre les munitions restantes au sol. Ou alors, ils tiraient dans le vide pour vider l'arme avant de recharger. Cette méthode gaspillait des munitions précieuses. Elle signalait surtout sa position à l'ennemi. Il existait des techniques pour insérer une balle à la fois dans un clip à moitié vide, mais cela demandait l'usage des 2 mains. C'était lent. C'était dangereux. Sous le feu ennemi, cette manipulation devenait totalement impraticable. La situation a empiré avec le mythe du ping. Vous connaissez l'histoire, le bruit métallique du clip qui s'éjecte. Les soldats ennemis entendaient en ce son. Ils savaient que l'Américain était vide. Ils chargeaient à la baïonnette pendant le rechargement. La réalité était différente. Dans le fracas des explosions et des tirs en rafale, le bruit était inaudible. Les vétérans sont formels. À plus de 3 mètres, personne n'entendait le métal percuter le sol. Mais un environnement changeait la donne, la jungle du Pacifique. À l'image, une végétation dense et étouffante. Ici, les combats se déroulaient à bout portant. Les distances se comptaient en centimètres. Dans ce silence lourd, le ping devenait un signal de mort. Un vétéran a raconté cette scène précise. Le bruit sec de l'éjection. L'ennemi caché à 2 mètres qui bondit avec sa baïonnette. L'erreur était interdite. Ainsi s'est forgée la réputation du Garand. 8 cartouches. C'est l'autonomie précise dont disposait un soldat, avant que le mécanisme de l'arme ne s'éjecte avec un bruit métallique sec. Ce sont caractéristiques imposaient une tactique stricte. Les Marines ont appris à opérer en binôme. Le calcul était simple. Pendant qu'un homme rechargeait son arme, le second gardait son fusil épaulé et chargé. Il fallait couvrir chaque seconde de vulnérabilité. Certains récits circulent sur le front. On raconte que des soldats jetaient délibérément un chargeur vide au sol pour simuler le bruit de l'éjection. L'objectif était d'inciter l'ennemi à sortir de sa cachette, pensant l'Américain désarmé. Mais les preuves documentées manquent. Cette pratique n'était ni généralisée, ni réellement efficace sur le terrain.
le corps des Marines a entretenu une relation complexe avec le M1 Garand. Au départ, le commandement était méfiant. Les officiers craignaient que le tir rapide n'encourage le gaspillage de munitions. Pour eux, la discipline du tir de précision allait disparaître. Ils doutèrent du concept même de fusil semi-automatique, mais la réalité du combat a tout balayé. Dès les premiers affrontements, l'attitude des troupes a changé radicalement. Posséder un Garand est devenu une obsession. À l'image, des Marines débarquent avec de vieux fusils à verrou M 1903. Pour obtenir un Garand, tous les moyens étaient les bons. Les hommes échangeaient leur équipement personnel, certains s'introduisaient l'un la nuit dans les camps de l'armée de terre pour troquer du matériel, d'autres subtilisaient simplement les fusils de l'armée laissés sans surveillance, abandonnant leurs vieux Springfield sur place. L'utilisation du Garand ne s'arrêtait pas au tir direct. Les Marines utilisaient massivement le lance-grenade M7 monté sur le canon. Dans les combats de montagne, cet outil est devenu indispensable. Il permettait de nettoyer les nids de résistance enterrés que le tir direct ne pouvait pas atteindre. À première vue, l'avantage était technologique, mais en réalité, c'était une question de survie. Regardons maintenant ce que le Japon opposait à cette puissance de feu. Comprendre l'arsenal nippon permet de saisir pourquoi le Garand est devenu leur pire cauchemar. Au début du conflit, le fusil standard de l'infanterie japonaise était le type 38 Arisaka. Cette arme datait de l'an 1905. Elle utilisait des munitions de 6,5 par 50 mm. Avec une longueur de 127 cm, c'était l'un des fusils les plus longs de toute la guerre. La munition ne produisait presque aucun recul, un détail technique qui rendait l'arme facile à manipuler pour les recrues inexpérimentées. Mais sur le terrain, cette longueur devenait un handicap majeur dans la jungle dense. Le type 38 était une arme d'une autre époque. Elle imposait un rythme lent face à la cadence infernale des Marines. L'équilibre des forces était en train de basculer. 5 cartouches dans le magasin interne, un chargement par lame-chargeur. Un soldat entraîné tire 10 à 15 coups par minute. En forçant la cadence, il atteint 30 projectiles. Le rythme est soutenu, mais la mécanique montre ses limites. Pourquoi changer une arme qui fonctionne ? La réponse vient du terrain. Pendant les années 1930, l'armée impériale combat en Chine. Les commandants japonais font un constat brutal. Leurs munitions de 6,5 mm manquent de puissance. Sur le front, les faits parlent. La mitrailleuse lourde, type 92, utilise du 7,7 mm et surclasse les fusils d'infanterie. En face, les nationalistes chinois utilisent des cartouches Mauser de 7,92 mm. Le verdict tombe. Les balles ennemies ont une meilleure portée, une pénétration supérieure et un pouvoir d'arrêt bien plus net. À l'image, un impact de balle dans un mur de briques. Le 6,5 s'écrase. Le 7,7 traverse. Le calibre lourd permet aussi d'utiliser des munitions spéciales, des balles incendiaires, perforantes ou traçantes. En 1939, le Japon tranche. Le type 99 Arisaka entre en service. Sa chambre est conçue pour le 7,7 par 58 mm. L'arme est plus courte, elle est plus compacte que l'ancien type 38. La manipulation devient plus fluide dans les espaces restreints. Surtout, la nouvelle cartouche libère 18% d'énergie à la bouche en plus. C'est un gain de puissance massif pour le fantassin. Le type 99 cache des innovations techniques réelles. C'est le premier fusil militaire de l'histoire avec une âme de canon chromée. Le chrome protège l'acier contre la corrosion extrême et l'humidité des jungles du Pacifique. La durée de vie de l'arme augmente considérablement. On voit de près le reflet brillant à l'intérieur du canon. Les ingénieurs ajoutent des accessoires spécifiques, un monopode en fil de fer pliable sous le fût pour stabiliser le tir couché. Plus étrange encore, une hausse de visée anti-aérienne avec des ailettes déployables. Le but est de calculer l'avance nécessaire pour abattre un avion en vol. À première vue, un outil de précision, mais en réalité, un gadget inutile. Abattre un chasseur moderne avec un fusil à verrou relève de l'exploit impossible. Cela prouve une chose, l'état-major japonais craint déjà la supériorité aérienne alliée avant même le début du conflit mondial. Mais ce n'était que le début du désastre logistique. Le Japon vient de commettre une erreur stratégique fatale. La transition vers le nouveau calibre n'a jamais été terminée. L'armée se retrouve avec 2 fusils différents pour 2 munitions incompatibles sur le même champ de bataille. La logistique s'effondre. L'histoire bascule dans la confusion. 2 modèles pour une seule armée. Le type 38 et le type 99 ont coexisté sur tous les fronts jusqu'à la fin du conflit. Pour la logistique, c'est un cauchemar technique. Les unités de ravitaillement doivent gérer 2 munitions totalement incompatibles.
Pourtant, de loin, les deux fusils sont presque identiques. L'état-major japonais voulait remplacer l'ancien modèle par le nouveau. Ils n'y sont jamais parvenus. Plus la guerre avance, plus la qualité s'effondre. Les rapports d'inspection sont formels. En 1944 et 1945, les fusils sortent des usines avec un acier de basse qualité. Les ouvriers suppriment le revêtement en chrome. Les finitions sont rugueuses, les soudures sont grossières. À l'image, un fusil dont le métal est marqué par les traces d'outils. On peut voir le Japon perdre la guerre simplement en observant sa production industrielle. Mais le fossé entre le soldat américain et le soldat japonais ne se limite pas au matériel. La doctrine japonaise repose sur une philosophie radicale. Son nom, le Seishin Kyoiku. Cela signifie éducation spirituelle. C'est une interprétation moderne du code Bushido. Le concept est simple. Une volonté supérieure et une force mentale totale peuvent vaincre n'importe quel désavantage matériel. Pour les commandants, le moral est une arme plus puissante que l'acier. Cette certitude vient d'un événement précis, la guerre russo-japonaise de 1904 et 1905. À l'époque, les forces japonaises ont écrasé une armée russe plus nombreuse et mieux équipée. Ils l'ont fait par l'agression pure. Les officiers en ont tiré une conclusion définitive. L'esprit combatif gagne les guerres. Cette idée est devenue la base de l'entraînement de l'infanterie. La doctrine est explicite. Le sommet du combat de l'infanterie n'est pas la puissance de feu. C'est la charge à la baïonnette. Tout le système de formation est construit autour de ce choc frontal. Les recrues passent des heures à frapper des mannequins de paille. On entend le cri des soldats à chaque assaut. Le but est de transformer l'homme en une lame vivante. À première vue, un fusil dépassé. Mais, en réalité, l'outil d'un sacrifice fanatique. Les exercices à la baïonnette deviennent une obsession. Les soldats apprennent que la distance ne compte pas. Seul l'impact final importe. C'est ainsi que l'armée japonaise a choisi de défier la modernité, par le fer et la volonté.